Le destin. Un mot qui nous semble flou et familier à la fois. Penser que tout est écrit est parfois rassurant, et peut-être vrai. Mais lutter contre ce même destin peut parfois sembler plus dur. Constamment se battre contre un univers qui semble nous avoir oubliés. Sommes-nous donc si importants pour intéresser l'univers ? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune fille, bénie par l'univers, et semblant être le destin lui-même. Elizabeth Comstock, un bébé miracle, l'agneau de Columbia, enfantée par Lady Comstock après seulement une semaine de grossesse, enfermée dès son plus jeune âge à Monument Island. Elizabeth était un enfant tout à fait normal. Seule une particularité physique la rendait différente. L'un de ses doigts semblait manquer, et c'est à l'aide d'un dé à coudre qu'elle cachait ce défaut, dont elle avait honte. Mais un jour, une autre particularité fit d'elle une véritable menace. Elizabeth pouvait ouvrir des portes vers d'autres mondes, d'autres univers, d'autres temps. C'est un pouvoir dont personne ne connaissait la raison, mais son père, le prophète, savait qu'il s'agissait d'un véritable don de Dieu, qu'il fera pourtant tout pour l'imiter. À la base de Monument Island, une gigantesque machine, le siphon, conçue pour absorber l'énergie qui émane des portes ouvertes par Elizabeth. Cette machine bridait l'enfant et l'empêchait d'ouvrir des portes qui n'existaient pas déjà. Elizabeth, encore trop jeune pour comprendre, avait déjà des chaînes dont elle ne pourrait jamais se défaire. N'ayant pour seule compagnie celle du Songbird, une bête gigantesque censée la protéger, l'aimant comme une petite sœur et prenant soin d'elle, Elizabeth vivait tout en haut de sa tour, apprenant toujours plus, dévorant les livres, s'adonnant à la peinture, découvrant la musique et une multitude de compétences. La couture, le crochetage, les mathématiques, la géographie. Elle possédait toujours son don incroyable. Bien que bridée par le siphon, elle pouvait ouvrir des failles, mais avait trop peur de les traverser, car ne comprenant pas réellement son pouvoir, elle ne savait pas vraiment si elle pourrait revenir. Et un jour, un homme viendrait la tirer de sa captivité. Et la suite, vous la connaissez. Après l'attaque du Songbird, contrôlée par la douce musique de Comstock, Booker et Elizabeth devaient trouver un nouveau dirigeable pour fuir Columbia, dans ce décor infernal provoqué par la guerre de la Vox Populi. Mais ils devaient se prémunir aussi contre le Songbird, qui pouvait réitérer son attaque à tout moment. Un seul indice laissé par ces inconnus, rencontrés plusieurs fois auparavant. L'oiseau ou la cage ? Booker et Elizabeth se dirigèrent vers la maison Comstock, afin de s'emparer du seul dirigeable encore disponible et capable de quitter cette cité, la Première Dame, vaisseau personnel du prophète. Mais l'entrée était bien gardée par un étrange système, reconnaissant les empreintes des personnes autorisées à rentrer. C'est alors qu'une idée vint à Elizabeth, s'emparer du corps de sa défunte mère qui n'avait pas voulu d'elle de toute façon, afin de franchir la porte. Mais c'est devant cette sépulture qu'Elizabeth perdit le contrôle et ouvrit sans le vouloir une faille qui allait avoir un effet inattendu. Lady Comstock était morte, et pourtant elle était là, fantomatique, tel un spectre revenu hanter la jeune fille. Était-ce Elizabeth qui avait créé cette abomination ? Son pouvoir venait-il donc bien de son imagination ? Pour seul indice à sa condition, Elizabeth entendait les jumeaux qu'elle avait tant vus et revus lui donner des leçons, telle une chanson qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi toujours des quoi ? Quand la question qui importe est quand ? Vit, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Toujours est-il que le spectre était là, et Booker le voyait aussi bien que la jeune fille, donnant des indications, des énigmes, mais aussi le nom de son véritable meurtrier, qui n'était autre que le prophète lui-même. Et c'est après cette révélation que le spectre quantique finit par ouvrir la porte. Mais le Songbird était toujours là et emmènerait la jeune fille
loin de Booker DeWitt, auprès de son père, qui allait lui faire subir les pires sévices. Torture, électrochoc et même lobotomie. Les années passèrent et Elizabeth subissait toujours plus, en suppliant son sauveur de revenir. Booker DeWitt n'était plus là. Elle criait son nom, suppliait et finit par céder. Elizabeth deviendrait la nouvelle Lady Comstock, héritière du trône de Columbia, de la volonté de son père, sonnant le glas de l'accomplissement de la prophétie, lançant l'assaut sur le monde, déclenchant les foudres de Columbia sur les pécheurs. Mais il restait encore une pointe de remords dans son esprit. Elizabeth brisa le siphon et se libéra ainsi de ses chaînes. Elle était maintenant capable non seulement d'ouvrir les failles à sa guise, vers n'importe quel lieu, n'importe quel moment et n'importe quel univers, mais elle pouvait aussi voir ce que ces failles cachaient, même sans les ouvrir, ce qu'il y avait dans ces autres mondes, toutes les vérités de tous ces univers. Elizabeth devint omnisciente. Elle pouvait voir ce qui est, ce qui a été et ce qui sera dans chacune des millions de réalités alternatives qui constituent l'univers. Et c'est ainsi qu'elle comprit comment faire pour enfin sauver l'Elizabeth passée, mais aussi Booker DeWitt, en faisant venir ce dernier, celui qui s'est fait enlever la jeune fille, auprès d'elle, dans son univers. Parce que oui, l'Elizabeth Comstock que nous suivons depuis la dernière attaque du Songbird est en fait l'une des nombreuses Elizabeth cachées dans une autre réalité. J'allais venir. Songbird, il vous arrête toujours. Oui, mais j'aurais réussi. Non, c'est trop tard pour moi. Je vous ai fait venir pour vous, elle et vous. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est pour elle. Elle saura le déchiffrer. Qu'est-ce que ça dit? C'est un conseil. Un conseil pourquoi? Pour ne pas qu'elle finisse comme Booker fut renvoyé dans la sienne, celle que nous connaissons, auprès d'Elizabeth, pour pouvoir la sauver du lavage de cerveau qu'elle allait subir. La jeune fille, dévastée par toutes ces violences, se mit à rêver de vengeance. Et accompagnée de son sauveur, elle se lança à l'assaut du dirigeable de Zachary Comstock. En possession du code de sa jumelle astrale, des notes de musique qui lui permettraient de contrôler le Songbird, et ainsi de s'assurer de sa protection. Et c'est ainsi qu'après avoir vaincu l'armée du prophète, Booker et Elizabeth lui firent enfin face. DeWitt, je suis un imbécile. J'ai envoyé des armées contre vous. Je vous ai noyé sous les flammes célestes. J'ai fait tout ça pour vous tenir éloignés, alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité. Demande-lui, petite. Demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt. Demande à DeWitt. Ne me touchez pas! Demande-lui. Demande au faux berger. Dites-lui. Dites-lui, faux berger. Dites-lui la vérité. Pitié! Dites-lui pour son doigt. C'est votre fille, salopard. Et vous l'avez abandonné. Ça valait le coup, hein? Vous avez eu ce que vous voulez? Dites-moi! Dites-moi! Voilà. C'est terminé. Non! C'est pas terminé! Vous l'enfermez toute sa vie! Vous lui coupez le doigt et vous lui mettez ça sur le dos! Mais ce n'était pas la fin de leur problème. Alors qu'ils pensaient pouvoir fuir Columbia, la Vox Populi, même privée de son leader, prendra pour cible le vaisseau de Comstock. Et c'est avec l'aide du Songbird qu'Elizabeth et Booker purent s'en débarrasser. Mais le dirigeable n'était désormais plus capable de rejoindre la terre ferme, et ainsi, une seule solution était désormais envisageable: détruire le siphon, qui était encore intact dans cet univers. Permettre à la jeune femme de retrouver la pleine conscience de ses pouvoirs, et ainsi quitter Columbia, à l'aide d'une faille, de manière définitive. Et c'est ainsi qu'Elizabeth Comstock comprit toute l'histoire.